Comment ça va, Nicolas? Ça va. On est très content de te voir chez Click pour 1 million de raisons. Parce qu'il y a plein de ponts, même si je sais que ça va t'énerver, entre l'histoire d'Indochine et l'histoire de la culture hip-hop. Dans le rapport à l'écriture, le rapport à ne pas faire la musique à la française quand on a grandi en France. C'est une émission hip-hop? Non. Ah bon? Mais les gens sont habitués à voir des rappeurs chez nous. Oui, oui, dans oui, la musique. oui, oui, oui. Et moi, Indochine, c'est un groupe avec lequel j'ai grandi, que j'ai jamais vu comme du rock français, que j'ai jamais vu comme de la chanson française, ni de l'électro française. C'est drôle parce que quand on se plonge dans l'histoire d'Indochine et dans la tienne, on voit qu'au début, quand on était à l'école, écouter David Bowie, ça paraissait bizarre. Quand tout le monde écoutait Genesis ou la chanson française de l'époque. Yes. Ou Frédéric François. Ouais. Le choix était entre ces deux-là. Comment on a pris ce choc de David Bowie? On l'a pris, alors je me rappelle plus le jour où la première fois où je crois que c'était... J'arrivais, moi j'ai quitté la Belgique en 73, 74. Donc je suis arrivé, effectivement le contraste entre les musiques qu'on écoutait à la radio et en Belgique et en France, c'était un contraste assez violent. Et Bowie, je crois que j'ai dû, à mon avis, je crois que c'est grâce à Yves Mourouzi, qui était fan de Bowie, qui était quand même le présentateur. Je me trompe parce qu'en fait, je l'avais vu à Top of the Pops. On captait la BBC, nous, à l'époque, en Belgique. En Belgique, parce qu'il y avait déjà le câble. Et donc, je l'ai vu à Top of the Pops sur Starman. Et j'avais 12 ans, 13 ans, et là, waouh, putain. Premier concert. C'est une sorte d'ovni, quand même. Hein. C'est un ovni, et puis surtout de se dire, comme tu dis, à l'époque où c'était Frédéric François. En France. En France. Et pourtant, il est belge. Quand les gens de l'école écoutent ça et que nous, et qu'on se retrouve à aimer un mec qui est en collant, qui se maquille, qui fait moins d'accords que tout le monde. Oui, c'est surtout ça. Hein. C'était surtout le fait qu'enfin, quelque chose nous parlait, on était concerné par quelque chose. C'est-à-dire que quand on a 12, 13, 14 ans, on est dans une quête un petit peu spirituelle sur savoir qui on est, qui on va être. Genesis, ils étaient maquillés, hein, mais c'était des maquillages de théâtre, très théâtral, très mime, machin. Lui, c'était beaucoup plus... dans une sorte de violence sensuelle forte, c'était rock quoi. C'était un rock, c'était le glam avec T-Rex, etc. Donc moi c'est des morceaux qui m'ont plu quoi. Premier concert, c'est les Sparks à l'Olympia. Les premiers concerts où j'ai voulu aller. Ouais. Les Sparks c'était effectivement le dérivé de comment ça s'appelle de Bowie avec l'album Kimono My House qui était extraordinaire. Et c'était de voir avec Distant and Big Enough for the Both of Us, enfin tous ces morceaux-là qui sont extraordinaires. Mais moi je voulais te parler de ce morceau des Sparks, Distant and Big Enough, parce que ça me fait penser à Indochine, c'est-à-dire que vous avez le troisième sexe, comme vous avez J'ai demandé à la lune, comme vous avez là La vie est belle. Eux ils sont capables de faire le grand écart. Ils ont Distant and Big Enough, ils ont When I'm With You. Et Never Turn Your Back on Mother Earth, qui était un morceau que j'ai repris aussi. Ouais. Oui. Et vous avez une capacité à faire à la fois des tubes, comme des morceaux qui pourraient sonner underground et de les rendre pop. Oui. Alors ça c'est effectivement... Il n'y a pas un tube d'Indochine qui se ressemble. Peut-être, mais c'est vrai que oui, non, c'est assez large, quoi. C'est peut-être pour ça que dans la durée, on arrive à durer. Oui, c'est vrai qu'il y a, là maintenant que tu le dis, moi j'analyse très peu mon parcours parce que je vais toujours un peu au-delà, au-devant, même si je suis très content d'avoir continué ce groupe et d'y avoir cru jusqu'au bout. Et de jouer les morceaux comme ça sur scène, pour moi c'est un réel plaisir depuis 30 ans, presque 38 ans. Là. Et moi je comprends quand par exemple sur le dernier concert tu dis je vais jouer les vieilleries. Mais ah oui. Que ces vieilleries en fait ce soit les tubes. Non mais c'est quelques vieilleries, c'est une sorte c'est caustique parce que tous les gens qui sont devant moi, ils n'étaient pas nés quand on a commencé. Donc on dit on va jouer quelques petites vieilleries et je suis très inquiet parce que je crois que vous n'étiez pas nés et je ne sais pas si vous les connaissez. Puis en fait ils les connaissent. C'est une façon. C'est une coquetterie. Une petite coquetterie, oui. Une flatterie. Mais non, mais c'est vrai que cette mouvance de génération chez nous est assez impressionnante pour un groupe de rock. Généralement, les groupes de rock ou pop, c'est 5 ans et puis après, ça se renouvelle. Alors après, il y a quand même tous les groupes des années 80 qui sont nés quand même en réaction aux dinosaures des années 70, grâce au punk. Le punk a fait générer une autre partie de groupes qui justement combattaient les groupes qui duraient longtemps. Et puis en fait, ces groupes durent longtemps. Je parle de U2, Depeche Mode ou d'autres comme nous, quoi.
Mais nous, on arrive effectivement à évoluer. Mais en fait, on a un parcours totalement irrationnel, dans le sens que dans les années 90, tout le monde nous écrasait ou nous brûlait. Et beaucoup de gens nous ont découverts en pensant qu'on était un nouveau groupe. Fin des années 90, ils découvrent Indochine comme un groupe pop, rock. Et c'est des gens qui aimaient Oasis, Suède ou Blur, des groupes comme ça, en disant « Mais ouais, mais le seul groupe français qui fait cette pop anglaise, c'est eux ». Oui, parce que la musique, elle a évolué avec. Oui, mais eux, ils n'étaient pas très... on n'entendait pas ça à la radio. Et ils se sont dit « Ah bon, mais c'est eux aussi qui ont fait l'aventure ». Et là, le papa dit « Ben oui, tiens, je connais... » Est-ce que c'est lié à la technologie aussi? Parce que les albums, moi je me suis refait la discographie, le son évolue avec la technologie. Ah oui, oui. Il y a des gens dont le son est assez dans le format ou qui vont chercher tout le temps dans le passé. Oui, comme Lenny Kravitz, il va passer des heures à retrouver au marché aux puces, acheter un truc vintage, alors qu'aujourd'hui tu l'as sur un logiciel, tu as exactement avec un plugin, le même son. voilà. Ouais. Bon, après, c'est le trip du musicien de studio, tout à son honneur, hein, d'avoir la bonne console, mais on n'aura plus jamais ça, puisque l'écoute, l'oreille a changé. Quand on écoute un disque, moi j'écoute de la musique depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, quand on écoute même Sgt Pepper, avec la piste à gauche, la piste à droite. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que tout le monde écoute ça sur un iPhone, et on condense les sons, et plutôt pas mal. Mais on n'arrivera jamais à retrouver nos oreilles. Nos oreilles, elles ont évolué aussi. On a besoin de musique beaucoup plus forte, etc. Donc, mais la technologie, nous, effectivement, on n'avait pas de batteur au début. Donc on a pris une boîte à rythme. Qu'est-ce qu'on s'est pris dans la gueule? Et puis maintenant, tu as des DJ qui jouent devant 100 000 personnes alors qu'ils font rien. C'est intéressant, l'évolution est intéressante. Mais par contre, ils ont programmé avant sur une clé USB tout un show avec des caisses, des boîtes à rythme extraordinaires que tu défais et tout. C'est pour ça que oui, l'électro, ça m'a beaucoup intéressé ces dernières années, pour comprendre effectivement leur recherche de cette musique hypnotique m'intéresse. Et en fait, dans la New Wave, d'où on est issu, c'est assez une musique hypnotique. C'est généralement déjà la boucle. Oui, la boucle, 2 accords, 3 maximum. Et après, des fois, on fait un refrain ou un break. Enfin, nous, c'est calibré pop, mais avec un truc un peu hypnotique. C'est pour ça que les boucles, justement, d'électro sont comme ça. Réussir à faire des tubes avec de la musique underground, c'est quelque chose que les gens font pas. Enfin, en tout cas, on peut faire en France. Alors moi, je trouve ça dommage. Ceux qui fabriquaient des tubes à l'époque, ils allaient chez Eddie Barclay et ils faisaient des tubes. Ouais, mais nous, en fait, c'est pas par manque d'humilité que je veux dire ça, mais on a des gimmicks de tous les côtés, dans toutes nos chansons, des fois 3, 4, et je trouve que c'est presque du gâchis, parce qu'aujourd'hui, on fait un tube avec un petit gimmick. Tu vois, il y a le truc, je parle de Kungs, là, sa trompette, là. Ouais. C'est un gimmick. Nous, on en a 4 comme ça dans le truc. On pourrait faire des milliers de chansons. Mais bon, mais c'est notre patrimoine aussi, c'est notre richesse. Moi, j'adore les gimmicks. C'est-à-dire que sur une base de 4 accords, tu arrives à faire... Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. J'avais posé une question à ma mère en disant, mais on n'a que 6 notes ou 7 comme on veut, mais comment on arrive à toujours trouver quelque chose d'original et de nouveau? Et elle dit, mais c'est ça la magie, c'est-à-dire qu'effectivement, comment dire, tu rentres dans un truc où c'est indéfinissable, tout est possible. Tu peux toujours générer des accords et de 4 accords, les 4 accords rock qui sont, que tout le monde emploie, qui sont le mi, le sol, le ré et le do ou le la, Knocking on Heaven Door ou tous les autres. Et tu peux faire 70 mélodies, 40, enfin, c'est indéfini, c'est à l'infini. Et c'est ça cette ouverture-là m'a intéressé. Il y a aussi les thématiques, il y a la musique, mais il y a le texte. Oui, ça, oui. Il y a plein de façons de raconter la même histoire. La musique d'Indochine, c'est le sexe, le social, la mort, la vie. On pourrait résumer ça comme ça. C'est la base du rock en général. C'est la religion, la morale. Et effectivement, ce qui était tabou, le sexe. Ça, c'est la base de ce que quand tu entends, que ce soit les Beatles ou les Stones ou d'autres dans le rock, c'est la base du rock. Mais chez Indochine, il y a aussi le social et le genre. Alors le social, oui, il y a le genre. Mais le social, justement, nous, on était en réaction à
Tu viens de faire des guillemets inversés ou je rêve? Oui, oui. Ça. Le social, on voulait échapper justement à... Nous, quand on a commencé, c'était Métro C'est Trop ou Antisocial, les deux groupes français qui cartonnaient à l'époque. Et on ne voulait pas parler de ça, ça nous gonflait de parler du métro. On le prenait tous les jours, on n'avait pas envie d'en parler tous les jours. Donc on parlait d'autres choses. Donc j'ai pioché dans ma bibliothèque et j'ai vu un livre de Bob Moran, j'ai écrit le truc de Bob Moran. Et après, j'ai voulu... moi, j'étais très intéressé par tout ce qui était d'origine russe, tout ce qui était soviétique, donc j'ai barangouiné des trucs. Donc dans le social, j'ai abordé ça. Et après, dans le transgenre, oui, effectivement, quand on est fabriqué, entre guillemets, par Bowie ou par Patti Smith, effectivement, l'androgynie m'a toujours, moi, séduite, parce que c'est une autre définition qui est aujourd'hui, effectivement, pas un combat, mais quelque chose d'établi, le no-gender, est intéressante, oui. De pourquoi un garçon doit aller faire l'armée et pourquoi pas une fille peut faire l'armée, etc., comme le foot. Cette ouverture masculin-féminin que Godard avait, d'ailleurs, dans Troisième Sexe, au départ, c'était sur le fait que j'étais à Londres et que j'avais vu tous ces gens qui s'habillaient comme des dandys, très très féminins. Et puis le masculin-féminin de Godard. Je trouvais le titre masculin-féminin de Godard super fort. Et donc j'en ai fait Et on se prend la main, un garçon masculin, une fille. Ça. C'est du piochage. L'album 13 répond à 3. Sans doute. Il y a le morceau avec Kid Smile qui répond. Sauf que la boucle se boucle. Exactement. Avec Tomboy, effectivement. Avec Tomboy, mais si on sortait Troisième Sexe en 2018, à l'époque où c'était sorti, c'était un hymne à la tolérance. En 86. Ouais, mais c'était un hymne pop, donc ça a été très mal. Ça a été... Sauf que là, maintenant, on parlerait de vous dans Wilders Actuel. En disant Indochine, soutien... Ah bah ça, tu sais, moi j'habite une ville où un voisin sur deux est la manif pour tous, donc ils me connaissent. Et on a toujours soutenu, nous, le mariage homosexuel, etc. Ils mettent des fois des gousses d'ail devant ma porte. Hein, mais, T'es à ça de l'islamo-gauchisme, attention. Je pense que c'est aussi dur d'avouer son homosexualité ou de faire son coming out, que ça soit à Bondy qu'à Neuilly. Hein. Donc, et c'est ça qui est... Alors, ce sont deux entités différentes. C'est ça qui est terrible. Mais voilà, il y aura toujours une résistance quelque part. Moi, c'est sur la tolérance qu'on s'est fait... nous, c'est ce que je dis quand on fait College Boy sur scène. C'est-à-dire que les crimes homophobes ou les violences homophobes grimpent dans le monde entier, mais merci de votre résistance, Nantes, merci de votre... Parce que voilà, et moi quand je chante Troisième Sexe, avec le groupe, on le fait d'une autre façon cette fois-ci, et que je vois que ce soit des gamins de 10-15 ans avec leurs parents, et le père qui a 50 ans, qui a la barbe grise, etc., et qui chante cette chanson, enfin, c'est assez émouvant quand même, c'est assez émouvant. Mais quand on a une éducation catho, avec les valeurs de la religion catholique, qui sont des valeurs d'ouverture, judéo-chrétienne, comment est-ce qu'on voit la France aujourd'hui et tout ce qui se passe avec la montée des agressions homophobes, la libération de la parole homophobe dans les médias, chez les politiques, comment est-ce qu'on surtout prend ça? Pas qu'en France, malheureusement, au Brésil, là, dernièrement, mais tu sais, moi, j'étais chez les Jésuites et pour faire partie de la chorale, il fallait s'asseoir sur les genoux du frère. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème de déontologie. C'est-à-dire que on trouve beaucoup plus, hélas, de pédophiles chez les prêtres que dans les couples homosexuels. Donc, et c'est évident. Donc après l'hypocrisie de la religion catholique, je l'ai subie par ma famille, où devant on était machin, mais par derrière il se passait des choses ignobles. Donc à partir de ce moment-là, toutes les religions du monde sont respectables si elles respectent effectivement toutes les vies du monde. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Et ce côté homophobe, moi je suis pas du tout homosexuel, je suis gay-friendly comme on dit, mais ce côté de violence, que ce soit de la part des religions, de la part de certaines personnes ou de la part de certains États, c'est qu'ils ont forcément, et c'est la réponse de Troisième Sexe, ce que j'ai dit, c'est que les mecs qui haïssent le plus, c'est qu'ils ont un vrai problème de perversité. C'est qu'ils ont, ils ont de toute façon soit une mauvaise expérience, soit ils ont envie de l'avoir, mais ils la trouvent, ils ont la morale au-dessus qui ne va pas. Donc il faut qu'on passe ce cap-là. Mais ça, c'est terrible, parce qu'effectivement, que ça soit en Russie, que ça soit les taux se resserrent.
On pourrait dire qu'on va droit au mur, mais je pense que voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir d'avoir cette jeunesse qui est quand même beaucoup plus tolérante aussi, un peu partout. Mais alors dans le rap, effectivement, ça n'a pas été très tolérant souvent hein, à ce niveau-là. Et ce mouvement qu'a lancé avec Kiddy, là, le voguing, là, donc effectivement de faire son coming out, c'est gonflé. Hein. C'est un peu comme dans les vestiaires de foot, quoi. Hein. Le rugby est un peu plus ouvert là-dessus. Mais c'est un peu dommage, ouais, c'est un peu dommage. Et alors que je trouve que justement, et les armées, alors que nous, de toute notre vie, on était antimilitaristes, certaines armées acceptent maintenant le transgenre ou autre chose, c'est fort. C'est-à-dire qu'il y a une évolution extrêmement forte, mais une régression en même temps. Donc je ne sais pas où, à un moment donné, ça va se croiser. En France, la Manif pour tous, moi j'ai été extrêmement déçu de Macron qui a dit qu'on avait humilié les gens de la Manif pour tous. Mais il est malade, lui, quoi. C'est plutôt les enfants des couples homosexuels qui ont été humiliés. Et cette violence, cette stupidité, ces gens-là, c'est la pire France de la France, quoi. Mais bon, après, je sais que ton Twitter va être... Moi, on s'en fout. J'ai décroché de Twitter. Non, mais je veux dire, c'est chaque fois qu'on fait... Mais voilà, Mais pour ces raisons-là, c'est qu'au moment, on n'a pas à subir ça. On n'est pas venu ici pour souffrir, quoi. Ben voilà, tout à fait, tout à fait, exactement. Je suis pas venu... mais il faut assumer quand même, il faut résister. Ouais, mais dans des je pense que c'est encore plus difficile à Bondy qu'à Neuilly ou Versailles. Indochine, c'est aussi un univers visuel. Moi, j'ai un souvenir, mais je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu peux me l'expliquer? Ça m'a toujours fait penser au manga quand j'ai grandi, parce qu'il y avait tout l'art graphique qui était autour d'Indochine, et ça m'a fait penser à Akira. Ah oui, Akira, ouais. Qui est Astro Boy et tout ça. Voilà, Akira, c'était ma première claque. Et Akira, ça se passe en 2019, donc on y est. Sauf que Akira 2019, c'est Neo Tokyo, c'est un monde explosé, post-apocalyptique, avec des enjeux nucléaires. Et mine de rien, en 2019, il y a Trump. Il y a Poutine, il y a l'Ukraine. Sauf que Trump, c'est un des héros du dernier album. C'est la première fois qu'un politique s'invite nommément dans un album d'Indochine. On avait fait les Tsars, où on avait fait cette vidéo avec Caro. Où on avait mis, à l'époque c'était Gorbatchev, où effectivement c'était surtout sur l'abus de pouvoir, c'est que le pouvoir rend fou et effectivement après, même c'est les néo-tsars, c'est un peu Trump, c'est un tsar, hein, comme Poutine. C'est voilà, je peux comprendre qu'ils pètent les plombs les mecs, on leur sert du café comme ça, ils ont une armée à leur disposition. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait une armée à notre disposition? Enfin, tu vois, donc déjà c'est un peu compliqué à gérer ça. Mais oui, on est peut-être dans une période pré-apocalyptique à tous les niveaux, au niveau du climat, au niveau de la pensée, au niveau de la régression morale, au niveau de la régression morale tolérante, hein, j'entends, au niveau de la diplomatie. Le plus gros problème, et c'est le problème central, c'est le mensonge. C'est-à-dire que le président du Brésil, alors je généralise, hein, donc c'est un peu con, s'est fait élire sur la peur du communisme. Il n'y a pas de communistes, enfin ils sont où? Trump se fait élire sur que du mensonge. Voilà, et c'est le problème. C'est que tout le monde ment, et c'est ce que j'ai dit une fois, c'est que je pense que les démocraties ne sont pas assez armées contre justement ça. Et ce qui s'est passé, ils sont arrivés, enfin je veux dire, Hitler s'est fait élire démocratiquement, et voilà. Et après, elles arrivent à contrebalancer le truc. Mais Trump, il s'est invité parce que justement, c'était pour en rejoindre par rapport au manga, il y avait ce morceau des Pixies qui s'appelait Trompe le monde. Et j'ai trouvé la Trompe le monde, c'est ça. Et ce mec, il a trompé son monde. Il le trompe toujours. Le mec, c'est typiquement le mec qui est dans une partouze. Sa femme arrive. Ah mais j'ai rien fait, tu vois, et ben c'est ça Trump. C'est typiquement le mec qui te ment et qui te dit, même la main dans le sac, si je veux. Il dit non mais c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est dingue quand même. Et on arrive, et il y a des gens qui croient ça, quoi. Donc c'est. Tu l'as cru quand tu l'as vu élu? Non. Non, j'ai cru. Mais enfin. Nous, quand on a terminé Black City Parade, Obama venait de se faire élire. C'était donc... et déjà, j'ai dit, putain, tout d'un coup, il y a un espoir. Et tout d'un coup, on voit les Américains. Les Américains, c'est spécial quand même. Il y a
Ils sont pas tous comme que tu vas à New York ou à Los Angeles, c'est un autre trip, quoi. C'est vraiment... et après, déjà, bon, ils connaissent pas du tout le monde. Donc d'un côté, ça m'a pas étonné, d'un autre côté, c'était terrifiant. Ouais, c'était terrifiant. Parce que, effectivement, les gens, moins ils ont de culture, plus ils peuvent gober tout et n'importe quoi. Donc c'est le dernier qui a parlé qui a toujours raison. Et le dernier qui a parlé qui a toujours raison, ben lui, il était présent partout et il a gagné. Donc voilà, mais effectivement, quand on leur balance à longueur de journée des pubs pour des Tupperware, il faut avoir un moyen de réfléchir. Cette position est un petit peu compliquée. Hein. Et quand tu parles de recul de la démocratie et que... Je dis pas que enfin, recul, elle ne s'arme pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'elle s'arme plus sur l'intolérance. Ouais. Parce que lui, il a été élu démocratiquement. Ah oui. Bah oui. Marine Le Pen est arrivée démocratiquement au second tour. Mm-hmm. Là, il y a des gens qui, en ce moment, portent des gilets jaunes, écrivent Macron démission et ne veulent rien d'autre. Alors que, oui, ils ont certainement voté pour lui et c'est la démocratie. La démocratie est en jeu, oui, absolument. Mais je pense que être en colère, ça n'a jamais été très enrichissant. Même si, dans le fond, ils ont totalement raison. Dans le fond, cette hypocrisie du pouvoir de dire que, et voilà, et que cette imposition ne concerne que, effectivement, les classes moyennes et que les vrais riches, eux, sont dans les paradis fiscaux, c'est juste inacceptable. On parle beaucoup de majorité silencieuse. Et je trouve que ça correspond bien au public d'Indochine. C'est quand on parle de la longévité d'Indochine, c'est moi ce que je vois dans ce public, c'est des gens qui sont justement pas en colère, mais qui ont une espèce de mélancolie assez lucide. Et j'ai l'impression que c'est ce qui unit ces générations-là, de se dire bon bah ça fait tant d'années qu'on morfle, nous on va pas être en colère, on va assumer notre tristesse, mais par contre on va regarder les choses en face. C'est très difficilement explicable. C'est-à-dire que les gens qui ont jamais vu... Parce que c'est pas bisounours. Ah non, bah non. Je veux dire, quand on balance une chanson comme Kimono dans l'ambulance ou autre chose, c'est vraiment pas bisounours du tout. Et même le clip de Station 13. Je me raccroche à qui tous mes héros sont morts. Non, La vie est belle, qui est un truc... Oui, ça parle quand même du cancer, mais tout le monde est concerné par le cancer. Tout le monde est concerné par la violence, on est dans une sorte de néo-romantisme qui fait que, de toute façon, les gens qui n'ont jamais vu Indochine en concert ne peuvent pas s'imaginer ce que cette communion qu'il y a quand même entre des familles qui arrivent unies, alors que, en général, le rock, c'est plutôt sur le conflit des générations. Il y a une sorte de chose impalpable et irrationnelle qui fait qu'il y a ce positionnement cette atmosphère d'énergie émotionnelle qui est vraiment forte. Et il y a le rapport à la première fois aussi. Oui, c'est vrai. Il y a la première fois face à l'amour, la première fois face à la violence. J'aime bien les premières fois, oui. Parce que la dernière fois, c'est chiant. c'est fini, donc c'est... Mais ouais. Oui, certainement. Et après, c'est la crédibilité d'être à mon âge encore en train de parler de première fois. Mais moi, je pense que, justement, j'ouvre toujours ma porte. J'apprends toujours. Tu as conscience d'être rentré dans le club des stars françaises? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des vedettes en France, il y a des gens connus, il y a des gens reconnaissables. Moi, on ne me reconnaît pas trop dans la rue, ça dépend. Mais ça n'a pas rapport avec être connu. Je pense que Prince pouvait se balader à Minneapolis avec une casquette et on ne prenait pas la tête. Non, pas du tout. Alors franchement, non. C'est pas du tout ce que j'ai cherché. J'ai conscience de là où est le groupe aujourd'hui, alors qu'il y a une quinzaine d'années, il n'y était pas. Ce qui m'a fait dire que dans les années 90, moi je pense que ce groupe est intemporel parce que ces morceaux, c'est pas possible, ça s'arrête comme ça. Ça, je suis conscient qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade, ça grimpe des étages à tous les niveaux. D'être une star, non, alors pas du tout. Justement, c'est bien comme ça quand on a des enfants qui... on n'est pas du tout dans ce trip-là. Il y a ce que tu dis, les vedettes qui sont entourées d'une cour, qu'on flatte, les flatteries, les coquetteries. Moi, je ne suis pas dans ce trip-là. Déjà, je me déteste moi-même, donc c'est déjà... Au moins, c'est dit. J'ai honte de moi. On a un statement parfois qui est « je me déteste ». Non, mais je déconne, mais disons que je ne suis pas fier de moi tous les jours. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être dur avec soi-même. Parce que quand tu chantes que mes héros sont morts, en fait, c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de gens connus, mais il n'y a pas beaucoup de stars. Oui.
Là, tu parles de Bowie. Moi, quand Michael Jackson est... Oui, alors c'est bizarre. Moi, j'ai jamais été attiré. Je trouve alors que Michael Jackson, mais ça n'a jamais été, moi, une sorte de monument pour moi. Même si je l'ai vu une fois sur scène, j'ai dit putain, le mec il galope et puis il chante bien. Enfin, et puis surtout, Thriller, ils ont mis, je sais pas, j'ai vu, ils avaient écrit 300 morceaux pour en garder 8 ou 10. Bon, donc c'est un génie, mais Prince aussi, mais Bowie, oui, enfin voilà. Alors, tous mes héros sont morts, mais c'est pas que les héros de la musique, il y a aussi des Mandela, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il manque, alors c'est con de dire un leader, mais quelqu'un qui parle sans mentir, quoi. C'est intéressant de parler de Mandela, parce que moi, je voulais te parler de Duras. Le nom Indochine vient d'elle. Indochine, c'est une guerre coloniale que la France a perdue. Ah ouais, ça c'est la vision française, attention. Parce que justement, quand on a commencé le groupe, les gens, ah non, c'est une guerre qu'on a perdue, Indochine. C'est une guerre, c'est une région coloniale, effectivement, que la France avait et qu'elle a perdue pour à mon avis, bonnes raisons. Que Duras a raconté justement dans ses livres, où effectivement le petit Français arrivait, installait son petit truc, enfin, ce qu'ont fait tous les Européens et en envahissant le monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voir l'Europe se refermer et ne pas accueillir les réfugiés, c'est quelque chose de complètement violent, hypocrite, quoi. Mais et pourquoi tu voulais me parler de Duras? Oui, je voulais te parler de la décolonisation, qui est aujourd'hui un des thèmes et un des débats qu'on veut éviter, alors qu'il serait important dans toutes les questions d'identité qu'on veut nous imposer. On ne parle pas de cette histoire-là. Et Indochine, c'est un nom qui rappelle. Oui, enfin moi l'Indochine que j'imaginais, c'est déjà la phonétique du mot que je trouve très belle. Et puis après, effectivement, ce côté parfum de cette décadence. C'est-à-dire que Duras, elle racontait la décadence de l'Empire français à ce moment-là. Et ce côté décadent, effectivement, le type qui est en costume français au milieu des petits indigènes, comme ils appelaient ça, vietnamiens, qui transpire à haute goutte et qui boit de l'alcool parce qu'il sait que le bateau coule. C'est ça qui m'intéressait dans Duras, ce côté aussi dans l'amant où tout d'un coup le métis va coucher avec la petite blanche, ce rapport de racisme, c'était très très intéressant. Donc effectivement, oui, c'est plutôt la décadence qui m'intéressait. La décadence de l'Empire occidental est toujours très intéressante. Mais je ne suis pas pour non plus, hein, parce que là aujourd'hui, justement, bon oui, c'était décadent aussi quelque part. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de plus décadent, c'est les milliardaires à Ibiza, enfin, c'était des visions comme ça. Ça, c'est la vraie décadence, mais qui fait plus peur. Ouais. Et est-ce que dans le rock, aujourd'hui, être décadent, c'est être père de famille, rester en vie? C'est d'être un survivant. C'est d'être un survivant, d'être décadent. Oui. Enfin, c'est d'affronter la vie. C'est d'affronter, oui, je pense que c'est d'affronter de plein fouet. Nous, nos parents étaient résistants. Hein, moi, j'arrive à 60 ans, donc mon père a fait la guerre. Ma mère aussi, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont vu, pour certains, ils étaient résistants. Nous, on a été dans un hiver plutôt cool, même si ça n'a pas été si cool que ça. C'était quand même très violent, hein, notre vie. Enfin, la vie, il y a toujours eu des problèmes. Mais oui, c'est d'être résistant et survivant. Est-ce qu'arriver aujourd'hui, élever un môme, est-ce que c'est un combat compliqué quand on voit à quel point l'époque est bouleversée d'une année à l'autre? Ouais, mais, enfin, moi, je suis dans un privilège aussi notoire, mais je pense que c'est compliqué. Moi, je suis terrorisé à l'idée d'être un jour papa. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre quelqu'un dans ce monde? Ah oui, ça c'est terrifiant. Oui, non, mais ça c'est terrifiant. Déjà, quand on est père, c'est de savoir ce qu'on peut. Moi, j'étais terrifié de disparaître avant qu'elle ait pu comprendre, ma fille par exemple. Voilà, donc j'ai fait super attention à ma santé. Je voulais pas qu'il soit orphelin, parce que c'est terrible, de les voir pleurer et tout, ça c'est très touchant. Donc j'ai fait attention à moi là-dessus. Après, le E, c'est effectivement, leur donner la vie et leur donner la mort aussi, donc c'est très psychanalytique, et puis leur donner le monde tel qu'il est, mais c'est de leur donner aussi l'envie de changer entre guillemets, ce monde-là. Ils sont pas en adéquation. Ma fille, qui a aujourd'hui 17 ans, elle est totalement en adéquation avec mes idées par rapport à ça. Et elle est terrifiée de la certaine bêtise de ces gens de son âge. C'est déjà dur à transmettre à un enfant. Je ne lui ai pas transmis. Hein. Je pense qu'elle s'est faite toute seule. Et même chose pour les autres enfants. Mais oui, c'est dur de savoir que alors que nous, on crève. Moi, je déteste la chaleur. Être dans une ville quand on crève de chaud et savoir que
Quand ils ont 25 ans, 30 ans, s'ils n'ont pas d'air conditionné, ils vont crever de chaud. Ouais, c'est flippant, ouais, c'est pas un service. Et le fait de dire, ouais, je serai mort, je verrai pas ça, ça m'emmerde aussi quand même. Tu vois, donc, ouais. Et où on va, où on peut. C'est pour ça que cet album était parti vers l'espace en disant, peut-être c'est la seule solution, c'est de se barrer ailleurs, mais on a un peu de timing encore à gérer. Qu'est-ce qu'elle écoute, la grande ? Elle écoute, la grande, elle écoutait beaucoup. Alors j'ai été très touché d'abord dans One Direction. Et quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Je suis d'accord. Parce qu'il faut comprendre le truc. Et j'ai compris le truc en allant voir ça en concert. C'est de la pop, mais c'est pas les boys bands à la Texat ou autre chose qui dansent, qui font des chorégraphies, où c'est un peu, tu vois, genre... c'est de la pop fragile. Ouais, c'est assez... C'est un peu, ils se foutaient un peu de leur... Ils s'auto-photo. Et puis j'ai vu, on a été les voir à Bruxelles, 50 000 filles de son âge, en train de hurler et de pleurer. Ben, je peux dire, tu pleures. Parce que tu vois ta fille, des autres en train de pleurer. Je me dis, c'est pas possible. C'est ce qu'ont dû vivre les Beatles à un moment donné. Et c'est ce qu'ont vécu des fans d'Indochine. Oui, aussi. Oui, il y a des gens qui pleurent à nos concerts. Donc, et là, j'ai compris. Effectivement, ce truc. Après, non, elle commence à écouter du rock, mais elle n'écoute pas du tout de musique française, pas de rap, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est plus, effectivement, tout le trip, Ariana Grande, machin, des trucs. Alors j'ai été la voir avec elle. non, c'est pas mal. Et elle est fragile, cette truc. Donc voilà, donc j'ai été voir Katy Perry aussi. Mais ça, c'était il y a 3 ans. Là maintenant, je vais amener voir, des trucs... Enfin, des fois, elle dit non, hein, mais bon... Wieder, was die Mona streng hat,